Lundi 27 mars 2023, la librairie Ombre Blanche recevait Adeline Grand-Clément, professeure d'histoire grecque à l'université Toulouse-Jean Jaurès et membre de l'atelier d'écologie politique de Toulouse. Elle y présentait ce jour-là son essai intitulé « Au plaisir des dieux, expérience du sensible dans les rituels en Grèce ancienne », paru aux éditions Anacarsis, lors d'une rencontre en lien avec le festival L'Histoire à venir. Bonsoir. Merci d'être là aussi nombreux, nombreuses ce soir. C'est vraiment formidable de voir une salle pleine comme ça, notamment en cette période où tout le monde a pensé à beaucoup de choses et où on sait que les réseaux de l'université sont parfois plus difficiles à mobiliser. Mais je suis vraiment très content parce que ce soir, on reçoit Adeline Grand-Clément pour parler de plaisir des dieux. Et ça fait maintenant quelques années, vous savez, que je travaille à la librairie. Au fur et à mesure, je me suis mis à rencontrer des gens, à les fréquenter pour diverses raisons. Adeline, au niveau de l'organisation de l'Histoire à venir. Et à un moment, de découvrir quelle est leur propre production, finalement, leur travail. C'est très, très agréable et certaines fois, comme notamment avec le livre d'Adeline, très, très impressionnant. De se dire, ah mais oui, c'est pas juste quelqu'un qui vient pour organiser un festival et qui a un poste à la fac comme plein d'autres gens en ont, mais il y a vraiment un travail gigantesque et nouveau et foisonnant derrière. Et donc, pour ça, voilà, je suis très content de pouvoir essayer d'animer cette rencontre, tout en étant très confiant, parce que manifestement, elle y connaît tellement de choses que ça va être très simple pour moi. Et je m'en félicite. On va voir. Une deuxième raison, bien entendu, c'est un livre qui est publié aux éditions Anacarsis, que nous aimons ici tous par-dessus tout. On sait que c'est un des derniers très grands éditeurs de sciences humaines et d'histoire présents. Et voilà, un livre qui paraît chez Anacarsis, c'est toujours un événement. En plus, ça tombe pile poil au bon moment. On a eu la semaine de l'Antiquité la semaine dernière, organisée par l'Artella. Il y a eu une formidable conférence de Corinne Bonnet, ici même il y a quelques jours. Et je pense que ça amène une espèce de poursuite à tous ces événements. Donc voilà, merci d'être là. Merci Adeline d'être venue. C'est la première fois qu'elle présente son livre. Donc je pense que c'est l'angoisse totale pour elle. Pour moi aussi, parce qu'il ne faut pas que j'ai l'air trop idiot dans la présentation. Donc on va essayer de faire les choses un peu souplement. Et peut-être pour commencer, parce que je pense que tout le monde n'est pas absolument au courant de ton travail, est-ce que tu pourrais nous... Alors, bon, vous avez dû voir quand même le descriptif, c'est un livre sur une histoire du sensible dans les rituels grecs. Donc tous les sens sont convoqués pour essayer de comprendre ce qui pouvait se ressentir lors d'un rituel. Est-ce que tu peux peut-être préciser rapidement ce qui existait avant tes recherches, c'est-à-dire en quoi consistaient les rituels sur lesquels tu travailles ? Oui, alors merci beaucoup Samuel pour cette présentation. Effectivement, donc il y a un peu d'émotion dans cette première présentation du livre, parce que quand on écrit un livre, se pose toujours la question de savoir comment il va être reçu, en fait. Il y a quand même un moment de libération quand on l'a écrit, que ça y est, on en est au stade de relire les épreuves et que ça y est, on dit c'est bon, on se sent libéré. Mais en fait, il y a après, voilà, la vie de ce livre, que va-t-il advenir de ce livre? Et donc, c'est toujours un petit peu, voilà, un moment important, je dirais. Donc, je suis en tout cas ravie de le présenter ici aujourd'hui avec vous, avec toi, Samuel, puisque effectivement on se connaît depuis le festival, et puis avec Charles-Henri Lavielle, qui représente les éditions Anacarsis et qui est également ici présent ce soir. Jusqu'à présent, donc il y a énormément évidemment d'études qui existent sur les rituels grecs. En ça, il n'y a pas de nouveauté, de révélation incroyable sur tel ou tel rituel. En revanche, la manière dont les rituels sont appréhendés globalement depuis, je dirais, une quarantaine d'années,
c'était de montrer comment dans ces systèmes polythéistes, donc le monde grec, mais on pourrait en dire également de même du monde romain et d'autres systèmes polythéistes antiques, ce sont des systèmes rituels où ce qui compte, c'est le geste, c'est faire, hein, la norme, hein, on suit une norme rituelle. Et donc, il y a John Chait qui avait travaillé sur ça et qui avait dit qu'en faire, c'est croire, en disant peut-être que pour appréhender les rituels de ces systèmes polythéistes, il faut se départir un peu de nos catégories forgées par la tradition judéo-chrétienne et penser des religions où le croire au sens du credo et du dogme n'est pas la bonne porte d'entrée pour comprendre ces pratiques religieuses. Et donc, il y a eu beaucoup de choses en fait, sur ces normes rituelles, comment on entre en relation avec des puissances qui sont partout, qui sont invisibles, mobiles, qui sont multiples. Aussi, comment est-ce qu'on sait que telle ou telle divinité va venir au bon moment lors du rituel, comment on s'adresse à elle pour formuler des demandes, puisque il y a beaucoup de transactions hein, dans ces rituels qui se jouent. Donc comment est-ce qu'on entre en relation avec ces puissances qui sont bien dans le monde, mais dans un monde voilà, qui est au-delà même du visible et donc qui nécessite hein, des capacités de communication un peu hors normes. Donc beaucoup de travail sur les gestes, également la matérialité des rituels qui avait déjà été étudiée. Et avec l'approche par le sensible, il y a l'idée d'essayer de trouver peut-être une voie moyenne entre le croire et le faire, en montrant comment c'est pas juste, évidemment, une mécanique de gestes rituels et puis c'est automatique, on va prendre telle substance, on va faire de telle ou telle manière et puis ça va forcément marcher. Il y a aussi l'implication des corps dans les rituels et les perceptions sensibles de ceux qui pratiquent ces rituels et qui vont avoir le sentiment de communiquer enfin avec l'invisible ou de sentir la présence de quelque chose qui se manifeste par le biais de signaux qu'il va falloir interpréter. Donc c'était cette approche-là. Donc je dirais que le livre vise à donner peut-être des outils, à montrer comment, sur certains dossiers, on peut retravailler un peu la documentation dont on dispose et non pas révolutionner l'appréhension de ces rituels grecs, mais affiner notre compréhension de ces rituels en les incarnant davantage également, puisque j'ai travaillé beaucoup avec des anthropologues qui ont la chance en fait, de pouvoir assister à des rituels, de voir tout ce qui se joue au niveau du sensible, au niveau des sons, des odeurs, des choses qui ne passent pas forcément par des choses explicables, mais qui sont des engagements du corps qui sont liés à des sons qu'on entend de manière répétée ou autre, hein, des phénomènes de transe, l'importance de la danse, etc., qui sont des réalités auxquelles on accède par le filtre de texte, qui sont des constructions, des mises en forme a posteriori de pratiques rituelles et donc sur lesquelles on bute. Et donc, il y a l'idée d'essayer d'aller un peu au-delà de cette documentation, en tout cas de la regarder un peu différemment pour y traquer des indices et comprendre aussi des choses qui se jouent dans ces rituels. Justement, alors, toi, tu as commencé tes recherches sur la couleur. Qu'est-ce qui, dans les documents sur lesquels tu as travaillé ou que tu as rencontrés, t'a laissé penser que les différents sens pouvaient avoir une importance au sein du rituel, c'est-à-dire pas juste savoir quelles étaient les odeurs qui existaient ou quels étaient les bruits qu'on pouvait entendre ou quoi, mais c'est vraiment qu'est-ce qu'ils pouvaient apporter dans un rituel ou est-ce qu'ils apportaient quelque chose. Est-ce qu'il y a eu vraiment des choses où tu t'es dit, là, manifestement, il y a un truc qui s'est passé qu'on n'a pas encore dévoilé ou pas encore compris? Alors, peut-être qu'effectivement, il faut que je rappelle comment j'en suis arrivée là, puisqu'au départ, je ne suis pas dans mes premières recherches, je n'étais pas focalisée sur les rituels, en fait. Au départ, j'ai travaillé sur la perception que les Grecs avaient des couleurs, et donc c'était une approche d'anthropologie historique pour essayer de comprendre comment les catégories grecques pour penser la couleur nous renseignaient sur leur vision du monde, plus généralement, et nous permettaient aussi d'accéder à un système qui est autre que le nôtre, hein, de les mettre à distance et de dire les Grecs sont différents à bien des égards de nous, explorer un peu les voies de cette différence, et notamment donc leur perception des couleurs. Et en travaillant sur ça, je m'étais aperçue que j'avais beaucoup travaillé avec les catégories grecques de la couleur et le vocabulaire, qui me semblait une porte d'entrée intéressante. Et en travaillant sur ce vocabulaire grec de la couleur qui est
qui peut nous décontenancer quand on y recherche nos couleurs, nos catégories chromatiques et telles qu'elles sont définies par Newton pour les principales, les bandes chromatiques. Donc en travaillant sur ces adjectifs-là de couleur, je me suis aperçue qu'en fait, ils engageaient beaucoup d'autres sensations également. Donc, ce n'était pas juste de la couleur séparée des sons, des odeurs, etc. Et c'était souvent lié au fait que ces termes pour dire la couleur étaient ancrés sur des matières, des matériaux, sur du concret. Parce qu'on était avant cette grande révolution du 19e siècle qui a permis l'invention de couleurs synthétiques et donc de décrocher en fait notre vocabulaire de la couleur, d'un ancrage très concret des matières dont on a besoin pour produire ces couleurs et d'en faire, d'avoir une forme d'abstraction beaucoup plus grande. Et donc ça me ramenait au concret et donc je croisais aussi, alors que je voulais travailler sur les couleurs, je croisais des sons, des odeurs. Donc j'avais évidemment en tête le poème de Baudelaire et ces idées de croisement intersensoriel, le terme de synesthésie qui revenait mais que j'avais du mal à définir à l'époque en me disant mais est-ce que c'est juste de l'ordre de la métaphore littéraire? Est-ce que ce sont des effets de style? Est-ce que les poètes grecs jouent avec les sens ou est-ce que ça traduit plutôt d'autres manières de sentir où il y a des croisements d'ordre culturel entre ces sensations. Et en fait, j'ai rencontré Anne-Caroline Rendu-Loisel, qui est assyriologue et qui travaillait sur le son dans les rituels mésopotamiens. Et donc, elle était sur le paysage sonore. Moi, j'étais sur le paysage sensible à travers les couleurs et elle sur le paysage sonore. Et donc, en discutant, elle m'a dit, moi, j'ai travaillé sur les sons et j'ai croisé des couleurs sans arrêt. Et elle me dit qu'elle était perturbée. Donc, on a décidé en fait de travailler ensemble sur ça, à la croisée des sens. Et en fait, on s'est dit, on peut pas. C'est très large comme type d'étude. On va essayer de trouver un petit laboratoire d'enquête. Et on s'est dit qu'un bon terrain d'enquête, c'était de travailler sur des contextes rituels, parce que là, tout se joue d'une manière encore plus extraordinaire, je dirais, puisque là, c'est crucial que la communication se passe bien et qu'on ait les bons signaux sensoriels. Et donc, on a décidé de centrer notre attention dans le cadre d'un programme collectif qu'ensuite j'ai poursuivi, ou en parallèle, j'ai poursuivi de manière individuelle. Et donc, c'est comme ça que j'en suis arrivée à travailler sur ces questions-là. Et plutôt que et c'est le cas dans le livre, de me centrer sur tel ou tel rituel, c'était de travailler sur les ingrédients du rituel. C'est ce qui m'intéressait, la porte d'entrée, l'encens. Mais en fait, quand on dit encens, qu'est-ce qu'on met derrière comme type de matériau? C'est un terme générique, donc retrouvé dans le vocabulaire grec. Les types d'encens qui pouvaient être utilisés, des encens qui sont pour certains importés, qui impliquent donc des types d'odeurs qu'on ne sent pas habituellement, donc ils vont être associés à certains contextes dans lesquels on les utilise, par exemple l'oliban, qui est un type d'encens et qui est forcément importé parce qu'on n'a pas d'arbre qui produit de l'oliban en Grèce. Donc c'était travaillé à travers ces entrées-là, et donc la couleur pouvait rester une porte d'entrée, mais finalement elle est pas très très présente dans le livre parce que j'ai tellement travaillé avant dessus que ce qui m'intéressait aussi, c'était d'autres choses que la couleur. C'est d'ailleurs des remarques qu'on m'a formulées en me disant mais finalement on pensait qu'il y aurait plein de couleurs. Alors, il y en a, mais il pourrait y en avoir plus. Et certes, le safran, j'aurais pu faire un chapitre entier sur le safran. Il y a énormément de choses à dire sur le safran. Bon, c'est une des choses sur lesquelles j'aurais pu travailler également. Donc, c'était plus les ingrédients, en fait, du rituel. Les sons aussi, les sons percussifs en particulier. Oui, alors ça, c'est quelque chose qui se ressent beaucoup dans ton livre, c'est que c'est quelque chose de programmatif. Enfin, il y a l'envie de lancer des recherches. Donc, chaque chapitre est basé principalement sur un sens et sur un lieu, un sanctuaire, un rite spécifique. Et on sent que ton envie, c'est après que d'autres s'emparent de chaque étude et précise, continue, infirme ce qui a été dit. Et c'est assez fascinant la lecture parce que c'est du coup très libre et régulièrement, on ne sait pas, ce serait bien de continuer là-dedans, ce serait bien. Enfin, il y a quelque chose de très, très dynamique dans l'écriture. Alors, tu as commencé à aborder du vocabulaire qui, moi, m'a étonné à la lecture, enfin étonné, en tout cas sur lequel je me suis arrêté, c'est que y a une forme d'histoire environnementale. C'est-à-dire que tu parles de paysages
alors qu'ils soient paysages visuels ou paysages sonores. Tu parles effectivement des ingrédients, donc il y a forcément toute une réflexion sur d'où viennent les ingrédients des rites. Il y a des animaux qui interviennent sans arrêt, soit pour des sacrifices, soit pour des vêtements ou des accessoires. On sent qu'il y a aussi cette envie pour toi de finalement d'ancrer chaque rituel, chaque rite dans un endroit et un moment. Oui, je pense que là, tu touches effectivement du doigt aussi un point sur lequel j'ai évolué depuis que je me suis lancée dans cette enquête, puisque entre-temps, il y a eu le premier confinement et il y a eu ma propre expérience. Donc on voit très bien comment dans des parcours scientifiques, on est le fruit d'un itinéraire scientifique assez classique, je dirais, mon cheminement depuis les couleurs, mes rencontres, mon travail, l'historiographie, etc. Et puis après, il y a d'autres choses qui interfèrent aussi. Et entre-temps, donc, il y a eu cet épisode-là qui a été marquant pour moi du premier confinement et déjà du temps dont j'ai eu la chance de bénéficier à ce moment-là, une sorte de respiration, beaucoup de lectures qui étaient plutôt dans le champ de l'écologie politique, de l'histoire environnementale. Et la naïveté de croire à ce moment-là qu'on n'allait pas reprendre comme avant et qu'on vivait à un tournant qui faisait qu'il y aurait le monde d'avant et le monde d'après. Et j'y ai cru. Et donc, quand on a repris, et quand tout a repris plus vite, encore plus, j'ai senti le besoin de trouver un moyen d'orienter mes recherches pour aller dans la direction que j'estimais être la bonne, aussi y compris pour moi psychologiquement, je pense, pour que je me dise que je ne faisais pas l'autruche ou que je participais aussi d'un projet que je pensais être un projet de société pour l'avenir. Et donc, par rapport à la catastrophe écologique, la volonté de porter ma pierre à l'édifice. Et évidemment, quand on travaille en histoire ancienne, c'est assez difficile de se sentir utile, entre guillemets. Et je pense que la recherche scientifique, surtout en sciences humaines et sociales, elle n'a pas à être directement utile. Mais quand on est engagé dans la société, on est aussi le fruit, on est travaillé par ces problèmes-là. Et c'est vrai que en travaillant sur ce sujet du sensible, eh bien, ça c'est entré un peu en collision avec ce qu'on disait alors de cette catastrophe écologique qui est en prise avec une crise de la sensibilité, c'est-à-dire dans le monde occidental une forme de grand partage nature-culture, mais au-delà de ça, d'un manque d'attention porté à notre environnement, à ce qui nous entoure, et c'était le sens de l'appel de Bruno Latour, l'idée d'atterrir et aussi de savoir de quoi on dépend, avec son enquête, de quoi est-ce qu'on dépend sur notre territoire, et donc une attention portée aussi à cet environnement, entre guillemets, qui n'est pas juste le réceptacle de nos activités humaines, mais qui est en perpétuelle interaction avec nous. Et donc, je pense qu'ensuite, dans mon écriture et dans mon attention portée à mes matériaux documentaires, ça s'est ressenti de plus en plus, ce besoin de m'intéresser à la manière dont les Grecs eux-mêmes interagissaient avec leur environnement, avec des non-humains, pas simplement les dieux étant présents dans ce monde, dans cet environnement, et très présents, puisque les rituels sont avant tout destinés à eux, mais aussi toutes ces manifestations des dieux qui se perçoivent dans les sources, les forêts, à travers des animaux, et donc toutes les forces aussi géophysiques qui interviennent en fait. Donc ça, je pense que ça a interféré, et donc ça se ressent plus. Et c'est vrai que c'est maintenant des types d'orientation de recherche que je poursuis au-delà de ce livre. Voilà. Alors, quand même que je précise, ce n'est pas du tout un livre politique au sens basique du terme. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas l'idée d'abandonner une forme de recherche, de neutralité de la recherche pour donner des injonctions au lecteur. C'est pas du tout ça. C'est plus qu'effectivement, on sent des questions qui sont très contemporaines et peut-être une manière de les aborder un peu différente. Là-dessus, il y a quand même un chapitre qui, pour moi, était assez formidable à la lecture, c'est sur le choix des lieux des sanctuaires et le lien avec le paysage, avec ce qu'on pouvait voir du paysage. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu de ça Alors, dans ce chapitre-là, donc, en fait, en travaillant sur les ingrédients qui peuvent jouer sur les dispositifs sensoriels au moment des rituels, j'ai notamment travaillé sur effectivement les endroits.
Et j'avais travaillé déjà au préalable sur un poème qui est l'hymne homérique à Apollon et qui raconte comment le dieu Apollon, depuis sa naissance sur l'île de Délos, parcourt la terre et cherche le bon endroit pour fonder son temple oraculaire, pour l'endroit d'où il pourra proférer les oracles. Et donc, il veut s'installer à plusieurs endroits. Il y a un épisode avec la nymphe Telphusa où il veut s'installer là, elle veut pas qu'il s'installe là. Elle lui dit c'est pas très bien ici, il y a beaucoup de bruit, il y a les chevaux qui passent sans arrêt, c'est pas tranquille. Donc elle lui dit va plutôt là-bas. Et quand il arrive à Delphes, en fait, il y a une source mais qui est gardée par un serpent python. Donc il y a tout un épisode où il tue le serpent, etc. Mais ils fondent finalement le sanctuaire dans un endroit qui est une sorte de belvédère avec des grandes roches, les fédriades qui permettent à la fois de réverbérer la lumière, ce qui pour le dieu Apollon est important, mais aussi le son, ce qui également pour le dieu Apollon est important, surtout pour un site oraculaire. Donc j'avais travaillé déjà un peu sur ça et sur comment le paysage pouvait être en accord dans un sens avec les compétences du dieu ou la manière dont on entrait en relation avec lui. Et pour Delphes, ça calait bien. Pour Délos, c'était intéressant parce qu'il naît là, mais au début, l'île, c'est rien du tout. C'est un rocher battu par les vents. C'est vraiment pas un endroit, on peut rien y faire. Mais grâce à la naissance d'Apollon et le rituel crée l'abondance sur l'île, etc. Donc on voyait très bien comment il y avait pas vraiment de déterminisme géographique. Il y en avait un peu au départ, quelquefois, pour le choix de certains endroits, mais en même temps, la présence du dieu, la volonté du dieu pouvait transformer les lieux et le rituel contribuait à activer la présence de la divinité. Et dans le chapitre, en fait, je prolonge ça en comparant avec ce qui se passe avec Déméter, dans l'hymne homérique à Déméter, et la manière dont elle-même va être reçue à Éleusis, alors qu'elle est en quête de sa fille Perséphone et que tout va mal sur Terre, puisque les champs ne produisent plus, il n'y a plus de récolte, etc. Et comment on va avoir un apaisement finalement de Déméter à Éleusis et la fondation du sanctuaire avec un certain nombre de caractéristiques du lieu, notamment sa bonne odeur qui revient souvent. Éleusis, c'est Éleusis l'odorante, celle qui sent bon. Et souvent, cette bonne odeur, c'est typiquement l'odeur de l'autel sur lequel on fait brûler des sacrifices en l'honneur des dieux. La bonne odeur, c'est ça essentiellement, Euodia. Elle traduit en fait la présence divine ou l'existence de rituels. Et donc il y a Déméter, et Déméter, sa quête, elle est connue par plein de mythes, et donc il y a le poème, il y a l'hymne homérique à Déméter, mais aussi il y a d'autres localement. En fait, chaque cité en Grèce pouvait dire, moi, Déméter, quand elle était en quête de sa fille, en deuil et que tout allait mal, elle s'arrêtait chez nous aussi. Donc voilà, chaque cité peut raconter des choses. Et on a notamment dans le Péloponnèse, à Lycosoura, une grotte, une caverne, dans laquelle il y avait un culte à Déméter qu'on appelait Déméter la Noire, Mélaïna. Et donc, on racontait qu'elle s'était arrêtée là au moment où elle s'était retirée dans la grotte, au moment où elle était en deuil de sa fille. Et finalement, il avait fallu l'apaiser, la faire sortir, etc. Donc, ça, c'était bien fini. Mais on se souvenait du passage de Déméter. Et donc, il y avait un culte avec une statue qui ensuite a été refaite, etc. Et donc, ça m'a amené aussi à poser la question des grottes. Ce qui se passe dans des grottes. Pourquoi est-ce que certaines divinités sont vénérées dans des grottes ? Et on a effectivement des cas de grottes à Déméter qui disent la fureur, la colère qu'elle a ressentie à certains moments. Et donc, ce sont des lieux dont la noirceur dit quelque chose, en fait, de la divinité et de sa colère potentielle. Mais c'est aussi, les grottes sont aussi des lieux consacrés beaucoup aux nymphes. Et ça, c'est plutôt contre-intuitif pour nous, puisque les nymphes, c'est plutôt des divinités féminines qu'on présente comme lumineuses, joyeuses, c'est pas Déméter en deuil, quoi. Et là encore, ça, quand on creuse un peu ça, c'est Pan également vénéré beaucoup dans les grottes, mais plus en Attique qu'en Arcadie, dont il est originaire. Donc il y a aussi une construction du paysage en Attique pour dire c'est le Pan des montagnes d'Arcadie, donc on va le mettre dans des grottes, alors qu'en Arcadie même, il ne va pas être dans des grottes, il peut être au sommet d'une montagne. Mais... Et donc toute cette réflexion sur le choix des sanctuaires, elle est intéressante parce qu'on voit donc, qu'il peut y avoir des traits géographiques, des traits de paysage qui peuvent être récurrents, et c'est ce sur quoi avait travaillé Pierre Brullier, sur comment percevoir le sanctuaire grec. Il a posé déjà toutes ces questions. Et moi, j'ai essayé de voir un peu comment... Voilà, quelquefois ça fonctionnait, donc c'est quelques fils que je tire, mais évidemment, il y a
encore énormément de choses à dire sur ce point, mais j'ai trouvé intéressant aussi la question du paysage tel qu'il est retranscrit par des poètes, avec notamment le sanctuaire de Delphes qui est mis en scène dans une tragédie, Lion, d'Euripide. Et dans cette tragédie, on a donc, qui a été jouée à Athènes. On a tout un paysage de Delphes qui est mis en scène à travers la pièce et qui aussi conduit à orienter probablement le regard de ces Athéniens le jour où ils iront à Delphes, ou alors qui remémorent leur propre visite à Delphes en insistant sur certains traits caractéristiques, le laurier qui va devenir quelque chose de point emblématique, alors que c'est pas du tout une plante qui est endémique, qui est native de la région de Delphes, mais que les Grecs ont au contraire implanté pour marquer la présence d'Apollon sur le site. Donc on voit comment aussi ce paysage il est à la fois naturel, travaillé par les hommes, travaillé par le rituel, travaillé par la mémoire, et c'est tous ces processus en fait qui m'ont intéressée. Cette question du paysage, j'ai trouvé très, très intéressante parce que même n'ayant jamais été en Grèce voir ces sanctuaires, tout d'un coup, il y a quelque chose de très imagé. Mais finalement, c'est peut-être le sens qui m'a paru le plus évident dans ta recherche. Et notamment aussi parce qu'on a l'impression que ces paysages existent toujours d'une certaine manière, qu'on peut toujours ressentir ce qui se passait dans une grotte ou quoi. Et j'ai l'impression que justement, tu cherches à sortir, tout au long du livre, en tout cas, de cette idée d'adéquation ou de similitude. C'est-à-dire que tu as la volonté, d'une certaine manière, de rendre exotique ou de rendre autre, en tout cas, ce que pouvaient être les sens grecs, et en soulignant le fait que non seulement les odeurs étaient peut-être pas les mêmes qu'actuellement, peut-être qu'étaient appréciées des choses différentes qu'actuellement, et peut-être aussi que les odeurs signifiaient autre chose que ce qu'on entend actuellement par... Et je sais, t'en parles au début du livre, mais t'as essayé de déclencher en toi cette sensation d'exotisme en allant à la rencontre de l'autre, toi aussi. Est-ce que tu peux peut-être raconter un petit peu cet épisode et puis ensuite dire comment on fait pour essayer de se sortir de cette impression de familiarité ? Alors, je vais effectivement expliquer ça, et je veux revenir avant juste sur deux choses que tu as dit là au tout début. D'abord, la première chose, c'est que c'est vrai, quand on va dans un sanctuaire, on pourrait se dire oui, je vois bien Delphes, j'y suis allée plein de fois, etc. Je comprends le lieu. Mais en fait, évidemment, avec tous ces bâtiments colorés, avec beaucoup plus de parties qui vont être même dorées, avec des trépieds en bronze qui ont un éclat doré, avec la présence énorme des pigeons qui sont mentionnés, notamment dans Lyon, où il faut s'imaginer qu'il y a vraiment plein de pigeons qui viennent nicher, qui profitent de ce qui reste des sacrifices, etc. Des odeurs, des bruits, une vie, même tout autour du sanctuaire, beaucoup de transactions, de marchés, etc. C'est vraiment pas du tout, en fait, ce qu'on ressent quand on dit cette blancheur, ou quand on va sur l'acropole, la blancheur, et on fait un peu à la Renan, à une prière à Athéna sur l'acropole, et on croit retrouver comme ça directement l'esprit des Grecs. Donc effectivement, non, c'est pas du tout le cas. Et c'est pour ça que j'ai voulu moi-même un peu faire cette expérience de l'altérité pour voir ce que ça me faisait d'être moi-même transportée dans un lieu où j'aurais pas les codes sensoriels pour voir comment ça pouvait fonctionner différemment de ce à quoi j'étais habituée ici. Parce que, et donc je vais en venir à cette expérience-là, mais parce que c'était le deuxième point sur lequel je voulais revenir, il ne suffit pas, quand on est historienne ou historien du sensible, de dresser une sorte d'inventaire, de dire, voilà, il y avait telle et telle odeur, je pense ils utilisaient ça, ça et ça, et donc, ou tel son. En fait, c'est pas juste savoir ce qui était ressenti, mais c'est savoir la manière dont c'était ressenti. Et comme on sait que les modes de perception sensibles sont éminemment culturels, et que on n'a pas les mêmes seuils de tolérance, on n'a pas les mêmes niveaux d'appréciation. C'est tout ce que dit Alain Corbin donc il a travaillé en fait sur énormément de données sensibles, notamment tout ce qui est sonore, tout ce qui est olfactif et visuel. Et donc,
il y a des choses qui peuvent être agréables pour nous et qui ne le sont pas ailleurs. Et dans le cas des Grecs, évidemment, on pourrait être tenté de dire oui, alors ça sent bon comme chez nous, ou ça, on l'écoutait comme chez nous. Et en fait, voilà, les niveaux d'attention n'étaient pas les mêmes, les valeurs attribuées à tel ou tel son, à tel auteur. Donc il fallait admettre qu'on plongeait en pleine altérité et essayer d'éviter de surinterpréter ou de plaquer en fait nos représentations. Et ça, sur le sensible, on se pourrait se dire non mais ça, on partage tous les mêmes, on a tous des oreilles, des yeux, un nez, donc c'est pareil. En fait non, c'est pas pareil. Et donc je suis allée en Inde parce que j'avais travaillé pas mal avec des anthropologues indianistes et bon, j'avais travaillé avec des anthropologues également africanistes, qui travaillaient sur d'autres aires culturelles américanistes. Mais c'est avec les indianistes que j'avais parfois des petits sentiments de familiarité, non pas avec le mode de vie occidental, mais justement avec mes entre guillemets grecs. Quand je les écoutais parler de certains rituels hindous, avec donc des pratiques qui sont celles d'un système qui est polythéiste, hein, même si en discutant avec des indianistes, ils m'ont dit non mais si on discute avec des hindous, on leur dit qu'ils sont polythéistes, ils disent mais pas du tout, parce que polythéiste c'est vraiment une catégorie, on le sait, hein, qui a été plaquée, hein, qui est le produit en fait de religions monothéistes qui essaie d'expliquer ce que sont les religions des autres. Voilà. Et donc on met une étiquette comme ça. Et donc j'ai voulu aller voir effectivement. Et c'est vrai que voilà, donc je suis allée dans l'État du Tamil Nadu et j'y ai passé 3 semaines. Et j'y étais allée avec un carnet en essayant de me dire bon, j'ai essayé de les odeurs, tout ce que je vais ressentir qui va me sembler un peu dépaysant que je vais essayer de comprendre. Et donc notamment aller dans des sanctuaires. Et ça m'a énormément apporté de voir des sanctuaires avec différents niveaux, des petits, des grands, les différents types de fréquentation, voir comment tout ça cohabitait, des gens qui sont là pour des touristes, des gens qui vont là en passant, des gens qui vont vraiment là pour faire des rituels, tout ça qui interférait toute cette vie. Elle m'a beaucoup aidée aussi pour essayer de penser, de formuler des hypothèses en fait à partir des documents que j'avais. Et j'ai aussi pu expérimenter ce que l'anthropologue Paul Stoller appelle le phénomène d'accoutumance sensorielle, c'est-à-dire que au début vraiment c'était tout qui était dépaysant pour moi et tout qui était trop et avec des niveaux des seuils de tolérance qui pour moi dépassaient ce que je pouvais ce à quoi j'étais habituée. Et puis, au bout de 15 jours, j'étais beaucoup plus habituée et il y avait aussi des choses que je comprenais mieux et même des choses que j'appréciais à partir du moment où je m'étais un peu habituée. Et donc, ça m'a beaucoup aidée aussi pour écrire, même si ça ne se voit pas beaucoup. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu quand même laisser un chapitre en expliquant, parce que ça a été un moment important pour moi. Mais ça ressort pas après beaucoup dans les chapitres. Et pourtant, ça m'a beaucoup nourri en fait de faire cette expérience-là. Alors quand même, on le ressent à la lecture dans ton appel à l'anthropologie comparée, qui est quand même quelque chose qui est peut-être pas si fréquent toujours chez les historiens, mais l'idée de voir, alors pas tant pour donner des explications, dire ils font comme dans tel peuple, donc ça veut dire ça, mais plutôt pour se rendre compte justement de cette altérité et de comment des choses peuvent être très différentes et plus de la difficulté que ça peut être d'expliquer des choses sans avoir d'informations. Et là-dessus, justement sur cette question de l'information, il y a quelque chose que je trouvais très marquant et qui, pour le coup, suit dans toute la lecture du livre, c'est que tu expliques que les interdits ou les normes qui sont exposées à l'entrée des sanctuaires indiens le sont une fois que ces règles ne sont plus évidentes pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est sur des sanctuaires où il commence à y avoir des touristes, des visiteurs, des étrangers, des gens qui ne partagent pas forcément les mêmes habitudes, et que finalement c'est à ce moment-là qu'il faut un panneau pour demander aux gens de se déchausser, de porter tel ou tel vêtement, etc. Qu'est-ce que ça renvoie en tant qu'historienne de se dire que finalement, certainement, une bonne partie des normes ou des sources écrites renvoie justement à ce qui n'était pas naturel ou évident, et du coup, ce qui était naturel ou évident n'était certainement pas écrit. Oui, là, tu touches du doigt quelque chose d'essentiel. C'est effectivement que tout ce qui est implicite ne va pas
transparaître dans nos sources, en fait. Puisque s'il y a des règles qui sont connues de tous les Grecs, qui sont assez évidentes sur des pratiques sacrificielles, on ne va pas les rappeler à chaque fois. La chance qu'on a, c'est qu'en fait, certes, il y a un niveau, je dirais, générique de pratiques rituelles dans le monde grec. Et donc, Vinciane Pirène-Delforge a beaucoup travaillé sur ça, hein, sur la norme grecque sacrificielle. Mais après, il y a plein de variations locales, en fait. Il y a plein de manières de faire spécifiques. Et pour une même divinité, on va adopter parfois des stratégies d'adresse à la divinité qui sont différentes et qu'on va expliquer par des mythes locaux, etc. Mais donc, il va falloir expliciter si le sanctuaire devient un peu fréquenté par des étrangers, c'est-à-dire qu'à l'échelle d'un grec, un étranger, ça peut être l'habitant de la cité voisine, en fait, hein, quelqu'un qui habite à 100 km. Il va falloir expliciter la règle en disant, bon, ici, on ne chante pas le péant pour Apollon. Ah, bon, c'est bizarre, c'est étrange. Ou on ne joue pas de l'aulos. Ah bon? Et alors, évidemment, ce qui nous manque, c'est toute l'explication. C'est-à-dire qu'on accède à une documentation épigraphique qui, par des soucis aussi d'économie d'espace, on gravé sur la pierre, on ne va pas détailler tout. Il y a eu des débats, il y a eu beaucoup probablement de concertation orale avant la fixation par écrit d'une norme un peu brute. Mais nous, on n'accède qu'à ça, malheureusement. Donc après, on a quelqu'un comme Pausanias qui voyage beaucoup en Grèce. Et donc lui, c'est vraiment une source intéressante pour voir ces variations locales, en fait. C'est pour ça que Vinciane Pirène-Delforge a travaillé aussi sur lui. Et donc, on a des informations. Mais j'avoue que cette question-là des inscriptions qui sont affichées à l'entrée des sanctuaires ou parfois à l'intérieur des sanctuaires, à certains endroits près des hôtels, etc. C'est quelque chose qui m'a fait regarder différemment tous nos panneaux quand on entre dans un jardin public, quand on entre dans un monument historique, où on a beaucoup de pictogrammes. Nous, c'est plutôt la stratégie qui est utilisée parce que quand on a des touristes étrangers, notamment, c'est une manière de s'adresser à tout le monde. Alors, j'ai pas vu encore dans des inscriptions grecques, l'équivalent de nos pictogrammes. Je me suis demandé, mais on a des textes qui disent il faut pas les chaussures, faut enlever les chaussures, ou faut pas de chaussures, faut être pieds nus, etc. En tout cas, ça me fait que maintenant, j'avais commencé à faire toute une série de photos, en fait, de types de pancartes qu'on pouvait trouver, des panneaux d'interdits, hein, ce qu'on n'a pas le droit de faire à tel ou tel endroit. Est-ce que tu peux peut-être préciser cette question des sandales ? Il y a un chapitre qui est assez formidable sur les sandales et pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Complètement. Donc c'est un chapitre qui a été débattu justement avec Vinciane Pirène-Delforge. Je sais que elle m'avait dit, bon, moi je suis pas très convaincue. Puis j'en avais discuté avec d'autres personnes du jury d'HDR, parce que le livre est en partie issu d'un mémoire inédit d'HDR, donc qui a été discuté avec des collègues. Et d'autres, au contraire, me disaient, ah oui, c'est intéressant. Mais j'ai décidé d'assumer, en fait, parce qu'il y a une part d'incertitude. Mais je voulais montrer, je voulais pas nier qu'en travaillant sur le sensible, donc il y a toujours des risques de surinterprétation, il y a des limites à ce type d'enquête. Elles sont évidentes. Mais en même temps, c'est aussi un lieu d'exploration que je trouve intéressant, de formuler des hypothèses. Et alors là, le dossier sur lequel j'ai travaillé, c'est une dizaine d'inscriptions, mais qui sont rattachées à des endroits différents et qui s'échelonnent sur une longue période historique, en fait, sur plusieurs siècles. On voit qu'en tout cas, il n'y a pas de règle générale, ou en tout cas exprimée comme telle, hein, c'est là qu'on revient à la question de l'implicite, de nécessité pour accomplir des rituels ou entrer dans un sanctuaire d'être pieds nus. Mais il y a des cas quand même où on le dit. Et donc, quand on examine les cas de figure, il y a plusieurs paramètres qui interviennent. Et c'est jamais une règle unique. Ça peut être simplement que c'est dans un sanctuaire où tout ce qui provient d'un animal, notamment, ça peut être du cochon, mais ça peut être de tout animal, hein, donc tout ce qui est fait en cuir n'est pas accepté. Donc les chaussures en Grèce étaient essentiellement faites en cuir, hein, les sandales, etc. Donc il faut pas les avoir. Mais on peut avoir des cas où on a un interdit qui porte sur tout ce qui lie, enserre, hein, les ceintures, donc là, c'est peut-être, on a dit, des raisons un peu magico-religieuses, ou cette idée qu'il ne faut pas avoir le corps enserré par des liens, parce que c'est quelque chose qui peut interférer au moment des pratiques rituelles et dans le contact avec les dieux. Ça peut être des raisons liées à des
sorte de loi, on pourrait dire, ou de normes somptuaires, c'est-à-dire qu'on veut que au moment de certains rituels, dans certaines processions ou dans certains sanctuaires, il n'y ait pas les riches qui arborent des chaussures ultra sophistiquées, alors qu'on sait que la chaussure, c'est vraiment une marque de distinction sociale dans le monde grec. Hein. Ça peut être un critère. Alors, les pieds, déjà, il y a tout quelque chose à écrire sur les pieds dans le monde grec. Et donc, les pieds, c'est un critère de beauté, déjà, en soi. Et donc, on fait. Voilà, il y a toutes des parures de chaussures. C'est quelque chose d'important. Donc, il y a probablement souvent des interférences avec tout ça. Ce qui m'a intéressée, en fait, dans le dossier, et c'est là que il y a une part d'hypothèse, c'est que plutôt que de me demander, comme ça avait déjà été le cas, mais pourquoi est-ce qu'on interdit les chaussures, pourquoi est-ce qu'il faut être pieds nus, c'était me demander, mais qu'est-ce que ça fait de plus avoir ces chaussures? Et en fait, j'ai orienté ça parce que c'est fruit de ma propre expérience en Inde, où effectivement, il faut tout le temps se déchausser. Et c'est vrai que dans certains sanctuaires, quand on les a visités en plein soleil, qu'il faisait très chaud, et qu'il fallait traverser toute la cour d'allée, c'était difficile de se concentrer sur autre chose que le ressenti des pieds qui brûlent et il faut aller vite, ou alors il faut contourner, donc faire tout le parcours par la cour pour rester dans la zone d'ombre. Donc je me suis venue à me demander, mais est-ce que c'était forcément, même pour les processions, etc., est-ce que c'était sur des routes dallées ou pas? Et donc non, en fait, la plupart du temps, c'est à l'époque romaine qu'on a des dallages, donc on est sur de la terre battue, parfois de l'herbe. Et donc là encore, je me suis dit, ah oui, donc ça, si on a l'habitude de porter des chaussures, c'est quand même un peu différent, c'est un peu différent quand on doit marcher et que brusquement on n'a plus ses chaussures. Et surtout, c'est quand on doit danser. Quand on doit danser, c'est souvent mieux de ne pas avoir ses chaussures, en fait. Alors, évidemment, ça dépend des types de danse, mais... Donc, voilà, donc j'ai essayé de réfléchir aussi dans ce sens-là. Et ce qui fait que ce qui pouvait apparaître au départ comme un interdit qui bridait notamment les femmes, parce qu'on a beaucoup d'interdits sur vestimentaires ou en tout cas de contrôle, en fait, des normes vestimentaires des femmes lors de certaines fêtes ou pour entrer dans certains sanctuaires. Je me suis dit, mais après tout, si on leur demande de ne pas avoir leurs cheveux attachés, si elles n'ont pas de ceinture, si elles n'ont pas de chaussures, ça les change. Ça les change parce que dans l'espace public, le corps de la femme, il est extrêmement serré, extrêmement contraint. Et que donc, peut-être que finalement, ce n'est pas une manière de contraindre les femmes que de leur dire là, elles n'ont pas leurs chaussures, ou elles n'ont pas leur ceinture, ou là, elles n'ont pas de bandeau dans les cheveux, etc., et qu'elles ont les cheveux déliés. Voilà. De manière complètement anecdotique et pour montrer comment le livre d'Adeline amène à des recherches un peu plus poussées, la déesse Nike, la déesse de la victoire, qui a donné le nom de Nike, la boîte qui fait des godasses, et qui est représentée dans un magnifique spécimen au Louvre, la victoire de Samothrace, est pieds nus. Enfin, elle a les pieds cassés, la victoire de Samothrace, mais manifestement, elle était pieds nus. Et je me suis retrouvé à faire des recherches un peu longues. Mais voilà, sachez qu'il y a un problème. La déesse qui a amené une des plus grandes marques le nom d'une des plus grandes marques de chaussures au monde était pieds nus. Et sur la frise du temple d'Athéna Nike à l'entrée de l'acropole, on la voit qui enlève sa chaussure, en fait. Et donc, voilà. Mais donc là, ça veut dire qu'elle avait une sandale au départ. Bon. Il y a un autre chapitre dans ton livre qui là est beaucoup plus cadenassé, presque, je dirais. C'est celui sur les psychotropes. Et donc sur cette forme de sensible qui est induit par des drogues. Est-ce que tu peux nous évoquer un peu cette question, qui est en fait là carrément de savoir s'il y avait utilisation de psychotropes? Donc, en réfléchissant sur les ingrédients du rituel et en me demandant qu'est-ce qui permet de communiquer avec de l'invisible, etc., forcément, au contact des anthropologues, se poser cette question-là de l'usage des psychotropes et de ce qu'on appelle une catégorie générale des antéogènes, c'est-à-dire des substances qui sont spécifiquement destinées à entrer en relation avec les dieux ou avec des esprits, etc., et qui existent dans de nombreuses sociétés. Donc, je me suis demandé, est-ce qu'il existe des antéogènes chez les Grecs? Est-ce que les Grecs ont besoin de certaines substances qui vont altérer leurs facultés, altérer au sens modifié, pas forcément dans un sens qu'on pourrait qualifier positif ou négatif, simplement modifier leur capacité psychique ou cognitive et sensorielle et donc aider. Et donc j'ai repris tout un dossier, c'est assez amusant, depuis les années 70,
débats, mais qui sont restés un peu confidentiels. Un peu confidentiels, je dirais, dans la tradition historiographique du monde grec orthodoxe, mais qui a connu énormément de succès à la fois chez les mouvements New Age, mais chez certains non spécialistes de la Grèce, qui ont travaillé sur les mystères d'Éleusis notamment. Donc, parmi tous les rituels qui sont pratiqués par les Grecs, il y a ceux qu'on appelle les mystères, les cultes à mystères, dont on a longtemps pensé, ou pendant un certain temps pensé, qu'ils étaient vraiment à part, qu'il y avait les pratiques religieuses des Grecs et puis les cultes à mystère un peu étranges qui préfiguraient le christianisme. Et en fait, évidemment, on s'aperçoit que ces pratiques-là sont totalement incluses dedans. Elles existent depuis le départ. Il y a une sorte d'évolution vers plus de spiritualisation de la religion grecque et puis le développement des cultes à mystère qui culmine après à l'époque romaine. Et donc, en tout cas, pour les cultes qui étaient pratiqués pour Déméter à Éleusis, qui relèvent de ces cultes à mystère, on ne sait pas exactement ce qui s'y passait. Parce qu'ils s'appellent cultes à mystère parce que quand on a été bénéficiaire de ce premier rite d'initiation et qu'on devient initié, on ne doit pas raconter ce qui s'est passé. Et donc, autour d'Éleusis, s'est posé la question de savoir, mais est-ce qu'il y avait des substances, peut-être l'ergot du seigle, on a proposé le pavot, puisque le pavot est quelque chose qui est associé beaucoup à Déméter, donc la morphine, qui est extraite des capsules de pavot. Donc j'ai repris un petit peu tout ça, toutes ces théories aussi pour Delphes, comment la Pythie a entré en communication avec Apollon. Et on s'aperçoit que l'ancrage en fait documentaire, c'est toujours il n'y a pas de preuves en fait. On s'accroche sur tel ou tel mot ou telle allusion chez tel poète ou dans l'Odyssée ou autre. Et en fait, il y a rien de convaincant. Donc je fais un long chapitre, peut-être on pourrait dire, mais en fait ça sert à rien parce que finalement on ne sait pas grand-chose, parce que je conclus, il n'y a pas de preuve, d'attestation de l'usage d'antéogènes, mais après j'embraye sur le chapitre sur le vin en disant s'il y a un antéogène, vraiment quelque chose, une substance qui est censée aider et qui altère effectivement potentiellement les facultés psychiques, c'est plus le vin, mais j'ai pas trouvé de traces, j'explore la question du cannabis, mais à voir comment réagit Hérodote avec l'utilisation du cannabis chez les Scythes, on voit que pour lui c'est une pratique totalement de l'altérité, en tout cas elle lui est pas du tout familière, et donc je laisse de côté. Et c'est amusant parce que quand j'ai fini ce chapitre et que j'en ai discuté, donc avec des hellénistes qui m'ont dit mais oui t'as bien raison parce que vraiment c'est n'importe quoi, c'est évident, et j'en ai discuté avec des anthropologues qui m'ont dit mais tu es trop timide en fait, parce que c'est évident, toutes les sociétés font ça, donc on voit pas pourquoi les Grecs ils seraient différents, c'est juste que dans vos textes vous n'avez pas spécialement les traces, etc. Et donc j'ai trouvé ça amusant parce que on a tendance à dire non, les Grecs non, et les autres anthropologues disent mais alors pourquoi vos Grecs ils seraient vraiment si différents de beaucoup de sociétés Mais en tout cas, moi ce que je dis c'est que nos sources telles qu'elles existent actuellement ne permettent pas de dire qu'on utilisait des substances antéogènes. Je dis pas que par principe ils n'en utilisaient pas, mais que moi dans l'enquête que j'ai menée j'ai pas trouvé de traces. Oui, et tu rappelles aussi qu'il y a cette chose qui est peut-être plus difficile à imaginer maintenant, mais qu'il peut y avoir des changements de facultés psychiques ou d'états psychiques sans drogue aussi. Et qu'il y a des mises en transe qui peuvent exister sans drogue, etc. Et voilà. Maintenant, on a peut-être plus de mal à l'imaginer, mais ça fait partie des choses qui sont aussi possibles sans nous être aussi familières. Il faut que tu parles du vin, du coup. Oui, il faut que je parle du vin. Mais avant, peut-être dire qu'effectivement, il y a les sons percussifs, la pratique du jeûne, le fait de séjourner dans une grotte. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent altérer comme ça les facultés. Et donc, il y a eu un ouvrage de Charles Stepanov qui a travaillé sur les pratiques chamaniques et qui montre très bien qu'on peut utiliser différemment notre cerveau sans avoir recours du tout à des substances psychotropes également. Donc, c'est un élément à garder en mémoire. Et peut-être que je voulais aussi terminer en disant que, sur ce point, que chez les Grecs, il n'y a pas du tout la manière d'appréhender ces substances-là qu'on trouve actuellement avec une forme de prohibition et une catégorisation de substances qui vont être illicites et jugées toxiques, et des substances qui sont autorisées, qui vont être soit des médicaments, soit des éléments comme le vin qu'on estime qu'on peut consommer avec modération. En fait, ces catégories-là, elles n'existent pas chez les Grecs. Et donc, quand on regarde l'œuvre de Théophraste, parfois il parle de telle ou telle plante, il dit, bon, mais celle-là, trop
voilà, trop forte dose, ça peut être un poison. Mais il y a rien qui était interdit dans le monde grec. Hein. Il n'y avait pas des choses qu'on appellerait nous des drogues et qu'on vendait sous le manteau ou qui étaient prohibées. Pas du tout. Donc c'est intéressant aussi d'avoir ça en tête pour dénaturaliser nos propres catégories aussi aujourd'hui. Donc le vin. Le vin, évidemment, au début, je n'avais pas prévu spécialement d'y consacrer autant de temps parce que pour moi, c'était un peu une évidence, le vin. Mais finalement, en fait, mes sources m'ont aussi amené à aller voir vers le vin parce que c'était un peu trop une évidence peut-être pour moi et que je me suis demandé, mais de quel vin il s'agit et en fait, en explorant un peu le vin des Grecs, il faut aussi, là encore, peut-être accepter d'être plongé dans un peu plus d'altérité parce qu'on n'a pas nos vins rouges, nos vins blancs comme actuellement. On a un vin qui est fait sans macérer avec la peau et donc on n'a pas l'équivalent de nos vins rouges bien tanniques, etc. Et donc quand dans les textes on a deux adjectifs, érutros et leukos, on dit bah c'est facile, c'est le vin rouge et le vin blanc, etc. Et en fait on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué et que c'est les critères du vieillissement et que la couleur elle vient en vieillissant et que donc un vin est apprécié quand c'est un vin vieux et donc bon. Enfin, il y a un certain nombre de choses. Et puis après, je me suis demandé, mais alors les vins qu'on utilise pour les rituels, est-ce que c'est des vins spécifiques ? Est-ce que telle ou telle divinité, elle apprécie un vin qui va être plutôt sucré, un vin... Et donc, là encore, j'ai aussi beaucoup soulevé de questions et pas toujours apporté toutes les réponses. Mais je pense que il y a quand même des choses à faire, même dans ce qui nous semble un peu familier et un peu évident, en fait. Oui, il t'explique aussi que le vin, il peut se jeter au sol, qu'il peut y avoir toutes sortes d'utilisations du vin, qui n'est pas uniquement dans la boisson ou dans l'ivresse ou dans le voilà. Et, bon, après, certainement, nous, on est nous-mêmes très empreints d'histoire chrétienne, disons, qui est avec un rapport au vin qui est très particulier et qui pourrait être complètement autre. Et oui, ce que tu dis, c'est quand j'ai travaillé sur les Bacchantes, donc une tragédie où on a vraiment mis en scène la manière dont Dionysos s'empare des corps, et en particulier des Thébènes, des femmes de Thèbes, qui sont vraiment plongées dans un état de mania, hein, de folie, etc., et qui sont dans la montagne. En fait, jamais il est dit qu'elles ont bu du vin. Et donc c'est intéressant parce que tout ça, cette possession de Dionysos, se fait par d'autres moyens, là ici, que le vin, alors que nous, on se dirait, bon, ben, c'est simple, en fait, elles ont trop bu, et voilà. Et Dionysos est en elle, et c'est très simple. Et en fait, c'est pas ce que nous dit la pièce, et y compris quand tous les personnages sont investis un peu par la puissance de Dionysos et se laissent aller, ont leurs facultés qui sont altérées, ou même... la reine, quand à la fin, elle se rend compte qu'elle a tué son fils, et elle, au lieu de dire, bah, je vais arrêter le vin, en fait, le vin me réussit pas, ou voilà, elle dit, je vais arrêter de toucher le thyrse. Le thyrse, qui est en fait un bâton au bout duquel il y a une pomme de pin et qui est un des attributs des suivants de Dionysos, etc. Et donc on voit très bien comment il y a d'autres choses qui se jouent aussi, là où on se dit, bah, oui, c'est le vin, mais en fait, c'est plus compliqué là encore. Ça fait partie des choses. Alors, moi, très ignorant, bien entendu, mais de voir à quel point tu peux être, ou en tout cas les antiquisants, vous pouvez être sur certains points vraiment sur des traces ou des indices infimes. Alors j'en avais discuté il y a quelque temps avec Camille Lefebvre qui était venue présenter son travail, qui elle est africaniste et qui avait travaillé sur sa famille, mais qui disait, mais moi, la profusion de sources sur l'histoire contemporaine européenne me panique complètement parce que j'ai l'habitude de travailler sur des traces infimes où tout doit faire sens, parce que de toute façon, on n'a que ça. Et c'est, en plus, toi, en allant chercher des indices justement sur des faits qui ne sont pas explicitement donnés, où il y a des traités sur certains aspects, mais pas généraux. On a l'impression que tu passes ton temps à aller chercher un vers de tel poème, à aller chercher un indice comme quoi, effectivement, le cœur de telle tragédie portait apparemment tel type de vêtements parce qu'ils doivent l'enlever à un moment. Enfin, c'est assez étonnant de voir comment il faut aller grappiller. Je suppose que dans ton travail, ça ne doit pas être si évident de rester éveillé comme ça. Je sais pas, c'est quelque chose un type de
de manière de travailler sur les sources qui se façonnent dès le début, en fait, je dirais. Donc, j'ai une familiarité avec cette idée d'aller voir dans les petits détails et alors aller voir l'étymologie du mot et comprendre, regarder toutes les auto-occurrences du mot pour bien comprendre ce qu'il veut dire, etc. Petit travail de fourmi qui, effectivement, peut, à mon avis, parfois, sembler effectivement ce qu'il est, un travail de fourmi et qui a du mal peut-être à produire autre chose que une petite proposition et en même temps c'est parfois une force en fait, et ça je m'en suis aperçue en travaillant beaucoup avec des anthropologues où quand on faisait des séminaires communs, il y avait les anthropologues qui présentaient leurs matériaux, donc il y avait plein de choses, ils rentraient de terrain et donc ils disaient tout organiser parce qu'évidemment ils sont bombardés d'informations, donc en fait il faut qu'ils sélectionnent, qu'ils orientent les choses. Et donc, ils essayaient de faire tenir la chose. Puis nous, on posait toujours des questions très, très précises. Mais alors, tel mot, là, ils ont dit tel mot, mais alors tel mot, c'est quoi ? Ah ben, je sais pas, il faut que je mette encore l'enquête, etc. Et quand nous, on faisait nos présentations et qu'on mettait des extraits, je sais pas, de Ripide, de l'hymne homérique à Déméter, etc., et qu'on disait, alors, au vers 74, là, le mot, machin... Et après, ils étaient sidérés. Ils disaient, ah, vous allez vraiment... On disait, on n'a pas trop le choix, en fait. Et... Bon, vous verrez à la lecture, mais tous les documents sont inscrits. Alors, il faut remercier les éditions Anacarsis d'avoir fait un travail où il y a autant d'images aussi, ont rendu possible ça, et autant de traductions diverses et variées, systématiquement remaniées, reprises par Adeline, mais voilà, où tous les extraits sont présents, on peut suivre sans aucune difficulté. Alors, pour moi qui suis très néophyte là-dedans, en comprenant pas la moitié des informations ou des termes qui sont utilisés ou la spécificité de chaque chose, mais on sent que c'est un livre qui a plusieurs niveaux de lecture. Un qui nous sera certainement inaccessible à nous tous, et puis c'est très bien, ce sera accessible aux confrères et pour des discussions ultérieures, mais quand même, en sortant de la lecture, je me suis retrouvé alors effectivement à regarder les panneaux d'interdiction un peu partout, à me retrouver dans des rassemblements, que ce soit ici, et à me dire mais en fait comment réagissent les gens, qu'est-ce qu'on ressent quand on est là. Ne parlons pas de manifestations à l'extérieur, parce qu'on est quand même là pour le coup bombardé d'informations liées aux sensibles. Voilà, sur le toucher, sur l'odorat, sur l'ouïe. Enfin, c'est extrêmement fort. Et il y a cette... en tout cas, c'est un livre qui apporte aussi ça, c'est-à-dire cette espèce d'attention et une forme de prévenance, d'attention à ce qui nous entoure. Et c'est très agréable, parce que c'est du coup, bon, alors, c'est pas radical, hein, mais notre vie devient pleine de petites espèces d'expériences et d'étonnements. C'est très chouette. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais voilà, si vous voulez expérimenter le truc, je vous laisse préparer des questions. Je sais pas s'il y en a déjà. Vous avez dû remarquer qu'on n'a pas abordé tous les sens, loin de là. Alors je sais pas s'il y en a que vous souhaitez voir développer. Peut-être on va commencer, parce que tu as évoqué les tambourins et les holos. Parler des sons, de la musique en tout cas, qui était instaurée pendant ces rites. Oui, j'en profite pour dire qu'effectivement, il y a différents niveaux de lecture et c'était un exercice qui était une première pour moi, mais c'est pour ça que j'étais aussi curieuse de voir les retours, d'essayer de faire à la fois quelque chose qui satisfasse les exigences de mes collègues hellénistes, hein, dans un sens où il y a un niveau de précision et donc de notes de bas de page, les fameuses notes de bas de page. Elles sont formidables. Avec les références, mais en même temps, pas trop de notes de bas de page. Et donc, je remercie les éditions Anacarsis d'avoir accepté qu'on trouve un middle ground pour que ce soit aussi possible, en fait, un niveau de lecture qui soit quand même
accessible, parce que j'avais à cœur aussi de ne pas être lue juste par quelques collègues hellénistes. Et donc, je suis contente si ça fait un petit effet quand même. J'espère que ça durera. Enfin, en même temps, il ne faut pas être hypersensible en ce moment, parce qu'effectivement, comme tu dis, on est tellement bombardé d'informations sensorielles qu'il faut, il faut au contraire essayer de se protéger de tout ça. Mais pour ce qui concerne le domaine sonore, c'est peut-être un domaine dans lequel je pense qu'on aurait un grand dépaysement acoustique. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'écouter des reconstitutions d'hymnes, l'hymne à Apollon, un des hymnes à Apollon par exemple. C'est des sons qui sont pour nous un peu discordants quand même quand on les écoute. J'avais dirigé une exposition à la rituel grec, une expérience sensible au musée Saint-Raymond, où on avait fait aussi une bande sonore. Et en fait, les personnes qui gardaient les salles avaient dit on n'en peut plus à la fin. Et pourtant, c'était soft, hein, mais une musique lancinante d'un holos, donc c'est une sorte de hautbois en fait, et souvent un double holos. La lyre, c'est un peu moins dépaysant pour nous, mais lors des sacrifices en particulier, c'était beaucoup l'holos en fait qui était joué, qui jouait un rôle aussi un peu de paravent sonore à certains moments du rituel, pas du tout pour cacher le cri de l'animal ou autre, ou masquer la mort en quelque sorte, mais à certains moments en fait pour créer une forme de paysage sonore qui était plutôt agréable à la divinité ou aux divinités concernées, pour attirer leur attention et pour aussi marquer un rythme, une forme de rythme. Et je pense que ça engageait aussi un peu les corps de la communauté participante au son de cet holos. Mais il y a des types de rituels, notamment les rituels pour Cybèle, qui vont être des rituels où on va utiliser plutôt les tambourins, et donc qui sont là des rituels avec un paysage sonore qui est très 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 différent, et pour lesquels on a des jugements de valeur contrastée, notamment on a le passage chez Aristophane ou ailleurs où on a une critique de ce type de son qui est c'est un peu le bazar, hein, le désordre, le chaos, à la différence de l'holos, et c'est souvent des fêtes qui sont associées aux femmes, etc., une sorte de licence féminine qui envahit les rues lors de certaines processions faites en l'honneur de Cybèle, de Sabasios ou d'autres divinités, qui sont des divinités totalement incluses dans la religion grecque, mais qui sont venues d'Asie. Et donc, il y a tout un jeu aussi sur altérité, identité, altérité incluse, et aussi manière, à travers les données sensorielles, manière de dévaloriser parfois les rituels des autres, ou les rituels ou les pratiques des femmes. Et pour ce niveau sonore, ce que je trouvais important aussi, c'était de dire qu'il n'y a pas que la musique, mais il y a aussi, il peut y avoir les chants, hein, mais je n'ai pas travaillé spécifiquement sur les chants, mais il peut y avoir le silence aussi. C'est-à-dire que dans la partition sonore d'un rituel, le temps où on arrête justement, il n'y a plus de l'holos, mais il n'y a pas de bruit, c'est un moment aussi de tension particulière du rituel. Et cette tension, elle est importante parce qu'après, elle se relâche à d'autres moments. Et donc, ça ponctue comme ça le rituel. Et puis, le terme grec, il y a plusieurs termes grecs pour dire silence, et il y en a un, c'est euphémia. Et pour nous, c'est aussi assez déroutant parce que c'est un terme qui veut dire le bon ordre sonore, hein, et donc parfois c'est du silence, mais parfois en fait c'est un chant. Et donc quand on dit il faut l'euphémie, il faut l'euphémia, donc il y a un héros qui proclame ça à certains moments, parfois ça veut dire on arrête les bruits parasites, on fait le bon chant qui va bien, ou alors il y a effectivement pas de bruit. Donc ces alternances-là, elles sont intéressantes, ces sons réagissent les uns par rapport aux autres. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est l'hololugué, qui est un cri rituel qui est pratiqué lors de certains rituels et dont on a un peu du mal à circonscrire un peu la fonction parce qu'il intervient quand même à différents moments. Donc au début, on a dit c'est au moment de la mort de l'animal, quand on a un sacrifice sanglant. Puis en fait, non, c'est pas ça, parce que c'est aussi une sorte de cri de victoire ou de cri. Ça peut être un cri qui salue en fait la présence d'une divinité. Donc c'est en tout cas un moment d'expression d'une forme de présence divine ou de lien particulier avec le divin, et qui est un cri exclusivement féminin en fait. C'est une manière pour la composante féminine de la communauté réunie lors du rituel de s'associer plus particulièrement à ce rituel, à sa façon. Et en travaillant notamment avec le parallèle avec les Youyou en Afrique du Nord, et c'est un parallèle qui avait été commencé par Louis Gernet, hein, parce qu'on parlait un peu d'anthropologie historique ou de comparatisme, et c'est toute la tradition, Louis Gernet, Jean-Pierre Vernon, etc., évidemment, qui a beaucoup orienté mes recherches. Et donc, il avait déjà travaillé sur ce parallèle-là. Et en travaillant sur ça, je me suis dit, mais il faut réfléchir aussi à ce que ça induit en termes de technique du corps, parce que en fait, c'est pas juste un cri.
c'est quelque chose qui était vraiment organisé, qui probablement s'apprenait, et donc qui est le fruit d'un savoir-faire, d'une technique du corps vraiment féminine. Et donc, nos sources étant quand même plutôt d'origine masculine, on y accède voilà, un peu de l'extérieur, mais c'est quelque chose qui m'a intéressée aussi. Moi, c'est marrant sur ce son et ces musiques utilisées. Ça m'a paru complètement évident, mais ça m'a paru évident en me rappelant des expériences de concerts. De concerts de musique électronique, par exemple, où le son peut être extrêmement fort, où on n'y va pas forcément pour entendre une mélodie, mais juste pour être envahi par quelque chose de très fort qui s'arrête d'un coup, qui peut remonter progressivement jusqu'à repartir dans une espèce de truc un peu fou, et donc dans une forme de saturation du sens qui pour moi, justement, me semblait assez évident dans la recherche d'autre chose que d'une forme d'harmonie qu'on peut essayer de retrouver dans la musique. Mais voilà, ça renvoie à un parallèle qui est un peu différent. Je voudrais quand même préciser une chose. J'ai dit qu'il y avait plein de choses que je n'avais pas comprises dans le livre. Alors, ce n'est pas vrai. Hein. Ce sont des choses dont le détail m'échappe. Et je pense ne m'apporterait pas énormément. Le livre est magnifiquement écrit. Il est extrêmement agréable à lire. Extrêmement imagé, plein d'exemples sans arrêt. Et on comprend très bien ce qui s'y passe. Hein. Attention, je voudrais surtout pas donner l'impression que... Non, parce qu'après, sinon, entre Adeline et Charles-Henri, ils vont me tomber dessus en me disant « Ouais, t'as encore dit que le livre était compliqué, personne va en vouloir et tout. » Non, c'est vraiment un très beau... un très très bel ouvrage. Allez, c'est à vous là maintenant. Alors, ce qu'on est en train de vivre est très intéressant parce que ça permet, comme ça vous réfléchissez à votre question pendant que je parle, c'est qu'il y a aussi dans des rituels plein de moments d'ennui, d'attente, où il ne se passe rien, où, voilà, où on est loin, parce que le mode d'engagement aussi, il dépend si on est nombreux et qu'on est tout derrière, ou qu'on est petit, qu'on ne voit rien, voilà, qu'on est enfant. Donc, il y a... Et donc... c'est pas que de l'hyper stimulation sensorielle, le rituel, parfois, c'est... pas grand-chose. Et ça, je m'en suis aperçue beaucoup en Inde, en fait, où j'allais dans les sanctuaires. Et quelquefois, en fait, les gens étaient là, au sol, assis, ils attendaient, il ne se passait rien. Certains étaient venus dormir, juste. Enfin, il y avait de tout. Et je pense que c'est aussi important d'avoir ça en tête. Hein, et il n'y a pas que des choses extraordinaires qui se passent. Voilà. Non, mais quand il n'y a pas de question, c'est qu'il s'est passé un truc extraordinaire, c'est que tu les as assommés sous les informations. Et heureusement, il y a encore certains chapitres qu'on n'a pas évoqués, donc vous avez toute latitude pour aller lire le livre. Parce que des fois, on ressort des rencontres en se disant « Bon, c'est bon, on a tout compris ». Merci beaucoup pour cet échange, c'est vraiment hyper intéressant. Et notamment la fin sur la réflexion sur le vide et le rapport au temps et à la nécessité qu'il se passe quelque chose ou pas. Enfin, ça, on pourrait tirer assez loin. J'avais une question qui est celle de ma voisine, qui était très bonne, mais qui ne l'a pas posée encore. Enfin, qui ne la posera pas du coup. Qui est, est-ce que dans les sources, il y a typiquement des partitions ou des choses qui indiquent la musique? Oui, on en a. On en a conservé. En fait, on a des inscriptions où il y a des lettres, en fait, qui est la manière de noter, en fait, les sons. Donc, c'est comme ça qu'on a pu reconstituer la mélodie de certains hymnes et proposer des reconstitutions. On a notamment un très, très bel épitaphe qui était gravé sur une borne funéraire, hein, l'épitaphe de Seikilos, c'est un très joli poème, et en fait on peut voir comment il était chanté. Et donc on l'avait présenté à l'exposition Rituel grec, une expérience sensible. Mais on n'en a pas énormément. Alors après, on a toujours la possibilité, parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler encore de toutes ces nouvelles découvertes de manuscrits qu'on peut faire en travaillant sur des manuscrits qui ont déjà été utilisés, et voilà, les palimpsestes, et qui, pour lesquels on a désormais des méthodes de lecture qui permettent en fait même quand les palimpsestes sont très très abîmés, de voir le texte qu'il y avait dessous. Donc il y a peut-être la possibilité de découvrir encore des manuscrits avec d'autres partitions. C'est encore ouvert.
Alors justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes sources, sur quel type de documents tu as et qui te renseignent sur ça? Est-ce que tu as aussi des sources archéologiques? Oui, et là, c'est un domaine dans lequel ça progresse aussi depuis une dizaine d'années énormément, en fait, tout ce qui est analyse des résidus organiques en particulier, qui ont fait progresser notre connaissance des encens, des types d'encens qui étaient utilisés, puisqu'on a souvent des mots génériques dans les textes. Et donc, parmi les découvertes qui ont été faites, c'est que souvent derrière ce terme des génériques d'encens, on se disait c'est l'oliban en fait qui vient de Somalie, du Yémen, etc. En fait, souvent, c'est de la résine de pistachier lentisque, qui est un arbre qu'on trouve partout en fait dans le pourtour méditerranéen. Donc, on utilisait en fait des résines locales, pas forcément des résines coûteuses importées de loin. Donc, on a pu faire des analyses de résidus trouvés dans des encensoirs, des brûles-encens, des brûles-parfums. Mais évidemment, il y a toujours des limites à ce type d'études, notamment pour les encens, puisque on pouvait faire brûler les choses dans beaucoup de types de contenants qui souvent n'étaient pas spécialement décorés, qui pouvaient être des récipients en terre cuite et qui ont pas fait l'objet d'un traitement spécifique lorsqu'ils ont été trouvés en fouille, et donc qui ont parfois été nettoyés ou qui traînent dans des réserves de musées, etc. Donc on a encore des données à acquérir de ce point de vue-là. Et pour tout ce qui concerne notamment les sacrifices, toutes les études donc carpologiques, mais aussi zooarchéologiques, etc., nous renseignent beaucoup plus sur les pratiques alimentaires. Et donc là encore, on a des découvertes, je sais pas, dans des sanctuaires dans lesquels on s'aperçoit qu'ils ont mangé beaucoup de serpents, par exemple, ou des choses auxquelles on n'accède pas par le biais de textes. Et sinon, donc après, il y a les textes, donc il y a les inscriptions dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis des sources qui sont, elles, en revanche, bien connues depuis très longtemps, mais pour lesquelles, en fait, l'attention n'a pas été portée sur le vocabulaire du sensible, et donc souvent les mots traduits de manière un peu hâtive. Et donc c'est pour ça que, Samuel disait souvent les textes sont retraduits, parce qu'en fait, voilà, pour désigner tel ou tel stimulus sensoriel ou perception, on va avoir un terme assez générique, et donc il faut aller plus en détail. Donc il faut réexaminer des sources qui sont par ailleurs bien connues. Et notamment un auteur sur lequel je vais continuer à travailler, que je trouve vraiment passionnant, c'est Théophraste, qui livre plein d'informations sur les savoirs botaniques, certes, mais aussi sur tous les savoirs pratiques, les savoirs communs sur notamment les plantes, leurs usages, les cas d'acclimatation de plantes qui sont importées d'ailleurs, etc. Donc pour lesquels on a parfois des données archéologiques sur la progression et l'importation de certains végétaux, de certaines plantes, etc., qui vont être acclimatées en Grèce. Mais là, on a en fait une mine de renseignements aussi qui mérite d'être reprise dans cette perspective-là. 2 questions, si vous me permettez. Vous avez parlé des différences notables entre les anthropologues et les antiquisants à cause des sources, profusion des sources d'un côté et faiblesse des sources que vous êtes obligés d'interpréter. Et ça vous permet d'être un peu distante par rapport à l'histoire contemporaine en général. Les historiens du contemporain font parler les sources relativement, elles parlent souvent d'elles-mêmes. Donc c'est ce qui vous distingue, c'est vraiment toujours cette raison qui m'a fait aimer l'histoire antique. Mais qu'est-ce qui vous diffère? Parce qu'il me semble qu'il y a quand même un abîme entre les anthropologues et vous. Quelle est la différence? Quelle est la distance? Et comment vous dialoguez avec les anthropologues? Et la deuxième question, vous avez intitulé votre livre « Plaisir des dieux », c'est ça? C'est bien ça? Le plaisir des dieux. Au plaisir des dieux. Au plaisir des dieux. C'est peut-être le haut, peut-être pas invalider ma question. Mais bon, qui donne le plaisir aux dieux? C'est-à-dire qui participe réellement au rituel, qui est à l'origine des rituels? Et il y a peut-être une troisième question. Comment vous allez distinguer et quelle distance vous donnez entre le rituel et le mythe? Alors, il y a beaucoup de choses. Je vais commencer par peut-être le titre, puisque ce n'est pas moi qui ai choisi le titre. C'est Franz Olivier, donc des éditions Anacarsis. On en a beaucoup discuté, et puis j'ai essayé de trouver un titre. Alors, on sait très bien comment ça se joue pour un livre. Il faut penser quelque chose qui sonne bien, etc. Et donc, il m'a proposé ça, et donc je l'ai pris. Donc là,
Mais je me suis reconnue, j'ai trouvé que ça collait bien, puisque ceux qui réfléchissent au plaisir des dieux et qui vont nous renseigner sur les préférences des dieux, notamment les préférences sensorielles, ce sont les humains qui construisent ces rituels pour entrer en communication, entrer en relation avec les dieux. Et dans parmi ces humains que j'ai étudiés, j'ai accédé essentiellement au point de vue livré par un certain nombre d'auteurs. Je parlais des sources. Et donc, souvent des auteurs masculins. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressant. Souvent, on a un regard aussi sur la présence des femmes dans les rituels qui va être perçu par d'autres. On a des rituels qui sont totalement inclusifs et qui vont concerner un grand nombre, voire la totalité, en fait, de la communauté humaine, esclaves compris. Mais on va toujours avoir un point de vue qui est situé sur ceux qui pensent ce qu'est le plaisir des dieux et qui établissent des normes qui vont être les normes pour procurer ce plaisir aux dieux. Il y a un terme grec qui incarne un peu ce haut plaisir, c'est le terme charis, qu'on traduit parfois par grâce. La charis, c'est un élément fondamental des relations humain-divinité. C'est un flux d'échange. C'est à la fois la bienveillance des dieux, la charis qui est lumineuse généralement, qui est agréable et qui va se déverser sur les humains, qu'elles entourent de leurs soins. Et puis la charis, ça va être tout ce charme, cette grâce qui va être procurée par le dispositif rituel mis en place par les humains. Notamment, je ne sais pas, par exemple, la dorure des cornes des vaches qui vont être sacrifiées, le fait qu'elles aient les cornes qui sont en plus dorées, ça va produire de la charis qui va réjouir Athéna, qui va elle-même valider le sacrifice. Donc voilà pour ce qui concerne cette notion de plaisir ou le haut plaisir des dieux. Si je reviens sur la différence avec les anthropologues, il y a évidemment d'énormes différences. Et il y a en même temps toute une tradition de compagnonnage depuis la fondation du Centre Louis Gernet, par Jean-Pierre Vernant, et donc toutes les études qui ont été menées par Marcel Detienne, Nicole Laureau, etc. Une forme de compagnonnage, peut-être parce qu'on a justement des sources très différentes, et que il y a peut-être pas de raison objective vu la différence de nos sources et de nos méthodes a priori de raison de travailler ensemble. Il y a cette volonté d'entrer dans des catégories de pensée, et le parti pris de Jean-Pierre Vernant et d'autres, c'est de dire les Grecs sont dans une altérité. L'Antiquité, c'est un territoire des écarts. C'est ce que dit Florence Dupont. Et donc, il faut étudier les Grecs en étant comme des anthropologues qui étudions une société qui est différente. Alors, évidemment, je sais très bien qu'en anthropologie, ça peut être de l'anthropologie, de la parenté ici actuellement. On n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde pour faire de l'anthropologie. Mais dans l'acception au départ, la démarche de Jean-Pierre Vernant et d'autres, c'était de dire on va essayer de se positionner, d'éviter de considérer les Grecs comme nos ancêtres directs, chez qui on va rechercher l'histoire de nos origines, mais on va plutôt les étudier pour ce qu'ils sont, essayer de comprendre le fonctionnement de leur société, et en y entrant par le biais des catégories de pensée notamment. Et donc toute une attention portée au vocabulaire et au lexique, etc. Donc ce qu'on a en commun, c'est d'essayer de voir un peu comment ça marche. Et alors, on pourrait dire, mais c'est finalement très générique. Force est de constater que ça marche dans les séminaires, et qu'on arrive à se parler et à travailler ensemble depuis longtemps, et je pense encore pour longtemps. Pour ce qui concerne la dernière question, rappelez-moi la dernière question. Les rituels. Alors ça, c'est une vieille question sur le rapport entre les rites et les mythes. C'est quelque chose qu'on observe très bien chez Pausanias, notamment comment est-ce qu'on montre ce croisement entre les deux. Pausanias visite la Grèce, il nous dit ici, on pratique comme ça, ici, je sais pas, il faut forcément du bois de peuplier pour faire le sacrifice en telle divinité. Et là, il dit, les gens du coin racontent que c'est parce que le héros avant était passé à tel endroit, et donc il avait récupéré le bois de tel arbre, etc.
Donc on a chez Pausanias une articulation qui semble un peu évidente de mythe qui a une fonction étiologique d'explication du rituel. Mais évidemment, on sait que c'est beaucoup plus compliqué et qu'on a une sorte d'interpénétration entre les deux, c'est-à-dire que à la fois le mythe peut façonner le rite, mais le rite façonne le mythe. C'est-à-dire que parce qu'on fait ces pratiques-là, on va inventer des histoires qui vont avec également. Et donc, on a en fait plein de modalités d'articulation entre mythe et rite qui peuvent être étudiées. Et c'est vrai que c'est pas un point voilà, que je développe de manière centrale dans le livre, en revanche. C'est un point qu'on va trouver abordé dans les travaux de Vinciane Pirène-Delforge, par exemple, ou d'autres historiens de la religion grecque. Une dernière question. Alors, Adeline, ma question, c'est... On oppose souvent religion et magie en travaillant notamment sur cette question des ingrédients du rituel. Est-ce que tu as une position par rapport à ça après ton bouquin ? Alors, je ne suis pas, je sais pas si il y a une note de bas de page, mais normalement elle doit rester. Je ne sais pas si je l'ai finalement enlevée ou pas, mais où j'explique que j'écarte cette question du débat entre pratiques rituelles et pratiques magico-religieuses, voilà, comme étant présentées comme étant opposées. J'aborde les questions à travers la manière dont les sources en parlent, et donc j'ai pas identifié du tout ou distingué un type de rite qui voilà, recourt à des choses un peu étranges et donc qui relèverait de la magie, etc. Mais force est de constater que je n'ai pas dans mes sources investigué, enfin utilisé tous les papyrus qu'on appelle magico-religieux, etc. En discutant avec Thomas, ce qui est certain, c'est que quand même, quand on utilise certaines parties des animaux ou des choses assez difficiles à se procurer, c'est pas des choses que je trouve aisément dans mes sources. Pour les ingrédients du rituel, on s'aperçoit que pour beaucoup de rituels, c'est des choses assez basiques, en fait, qu'on va retrouver un peu partout. Et donc, le caractère très exceptionnel du poil de tel animal qu'on va prélever au moment de la pleine lune, etc., c'est effectivement pas des choses très communes dans les rituels. On a dans la galerie de portraits dressée par Théophraste avec ses caractères là, et donc des archétypes en fait d'Athéniens qui ont des comportements un peu bizarres. Il y a le superstitieux dedans, et donc le superstitieux, il pourrait être un peu à la frontière entre les deux. On voit quand il passe à une pierre des carrefours, il déverse toute son récipient d'huile pour oindre complètement la pierre de carrefour. Donc il a une attitude qui oscille entre des choses voilà, qu'on qualifierait de plutôt communes, en fait. Et puis, en fait, le caractère un peu excessif de ses gestes montre qu'il est un peu ailleurs. Donc, à travers ce texte, on peut très bien voir comment il n'y a pas d'un côté la magie, effectivement, et les rites, et qu'on s'aperçoit que notamment dans tout ce qui est rites domestiques et pratiques voilà, quotidiennes, on peut avoir des types de gestes ou de comportements que peut-être nous on classerait comme relevant de quelque chose un peu à part et pouvant basculer du côté de la magie, alors qu'il n'y a pas de raison de le faire. Mais voilà, j'ai pas la documentation, je l'ai pas regardée de manière différente. Mais j'ai quand même l'impression dans les sources que manipule Thomas qu'il y a un caractère assez extraordinaire de certains ingrédients qui sont même impossibles à se procurer. Mais en même temps, dans quelle mesure ce sont des exercices de style, ces textes-là, et voilà, c'est quelque chose qui est difficile. Après, il y a d'autres ingrédients. Non, si je pense aux magiciennes de Théocrite, non, c'est des ingrédients tout à fait ordinaires qu'elle utilise pour faire son rite magique. On a de la farine blanche, on a je me souviens plus les choses qu'elle utilise, mais c'est des choses qu'on utilise par ailleurs. Je me demandais quelle relation entretiennent les Grecs avec leur propre sensibilité et leurs sensations. Parce que de nos jours, on a l'impression qu'on est tellement stimulé que quand on veut écouter notre corps et les sensibilités, il faut faire un effort volontaire. Et avec notre conscience, écouter ce qu'on écoute, ce que l'on voit, ce que l'on touche. Est-ce que les Grecs avaient aussi ce moment de se dire qu'est-ce que mon corps ressent, ou est-ce que c'était quelque chose de beaucoup plus quotidien dans leur vie? Alors c'est difficile parce qu'en fait on n'a pas trop de sources type écrits de soi, des choses sur lesquelles Alain Corbin a travaillé, des écrits personnels, et donc on va avoir un témoignage un peu individuel justement autour du ressenti, etc. On n'a pas de source, donc
extrêmement difficile de se prononcer de ce point de vue-là. En revanche, sur la réceptivité par rapport à ce qui les entoure, ce qui est certain, c'est que nous, on vit dans un monde d'hyperstimulation. En fait, on a énormément de couleurs, on a toutes les couleurs possibles, très visibles. On a énormément d'objets. On vit dans un monde avec d'hyperstimulation. C'était moins le cas dans l'Antiquité. Donc, il y avait peut-être une réceptivité accrue aux choses qui étaient moins nombreuses et auxquelles on pouvait être plus attentif parce que on était moins dans la profusion. Mais là encore, c'est une hypothèse qu'on peut formuler. Mais comme je vous dis, on n'a pas tous ces journaux intimes, des choses qui nous permettraient de travailler aussi sur cette sensibilité individuelle. Et donc moi, j'ai plutôt travaillé sur des questions de sensibilité collective, c'est-à-dire des manières de sentir qui sont partagées par une communauté, par une société, avec des codes, des valeurs spécifiques qui sont associées. Ceci dit, tu as toute une réflexion quand même à la fin sur le silence, qui est, je trouvais, très intéressante sur plusieurs types de silence, et notamment en explicitant le fait que c'était une caractéristique en Grèce que d'avoir toujours le bruit de la mer, par exemple. Le bruit de la mer, le bruit du vent. Tu parles d'énormément de pigeons. Il devait y avoir quand même des stimulations sensorielles certainement différentes, mais qui devaient être aussi présentes un peu tout le temps et évidentes certainement de celles auxquelles on fait plus tant attention et que peut-être on n'entend même plus. Mais ceci dit, il y a dans la notion de silence, c'est pas le silence n'est pas un non-bruit, en tout cas dans les sources que tu as trouvées, quoi. Avant d'applaudir à tout rompre, je voudrais déjà remercier Adeline de sa présentation. Elle a été très très bien, je trouve. Tu as été très très bien. Oh merci, c'est adorable. Vous avez été très très bien. Remercier absolument pour ton travail et la réussite de lecture que c'est. Aussi, vous annoncez que demain, nous recevrons Michel Rio-Sarcé à cette même place, qui viendra parler de son nouveau livre, qui a posé des questions formidables, donc vous pouvez préparer les vôtres dès aujourd'hui. L'émancipation entravée, qui est aussi une espèce de préfiguration du festival L'Histoire à venir qui se tiendra fin mai autour de la notion de progrès. Et donc demain, on parlera entre autres de l'idée de progrès social, qui je pense est une question auquel il est peut-être important de s'intéresser ces temps-ci. Merci beaucoup, vous pouvez y aller. Le livre d'Adeline Grand-Clément, Au plaisir des dieux, expérience du sensible dans les rituels en Grèce ancienne, est publié aux éditions Anacarsis. Vous avez pu écouter à l'instant une rencontre à la librairie Ombre Blanche, enregistrée lundi 27 mars 2023, réalisée et mise en onde par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre.